Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le vendredi 7 mai 2021. Alors aujourd'hui un audio tout public, parce que voilà, je sais que c'est parfois plus facile à partager certaines choses que je raconte sans qu'il y ait l'obstacle religion. Bon, moi ça m'est égal parce que de toute façon je dis les mêmes choses mais avec des mots différents. Mais si ça peut permettre d'accéder à certaines personnes qui ont des blocages, ou des rejets, pourquoi pas. J'espère qu'ils auront une ouverture d'esprit de plus en plus large, mais bon, chacun dans sa situation. Alors ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est beaucoup de gens, qui soient musulmans ou non, qui m'écoutent, tirent des conclusions hâtives. Vous voyez par exemple, il est anti-femme, ou il est comme ça, ou il est dur, ou il est trop laxiste, ou il tourne autour du pot, vous voyez. Et par exemple, je voudrais préciser ici dans cet audio, pour ceux qui ont entendu, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était également un audio tout public, arrêter de subir, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, je sais plus le titre. Enfin, envoyer une femme en fait à califourchon sur le dos d'un homme avec un fouet. J'ai publié ça il y a un mois, je crois. Donc bon, je voulais un petit peu, en complément de cet audio, expliquer mieux, parce que en me réécoutant, je me suis dit ça peut être mal compris, et ce serait dommage en fait si c'est mal compris. En fait, c'est pas du tout, dans mon cas, comme dans beaucoup d'autres questions, sur les questions de racisme, de violence, de toutes les questions que j'aborde, ce n'est jamais du blanc-noir. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout anti-femme, pro-homme, c'est pas du tout ça. En fait, moi, mes raisonnements sur cette question-là, homme-femme par exemple, ils sont beaucoup plus basés sur des constats avec une large perspective que je fais, un objectif qui scanne d'une manière large tout ce que j'ai vu, entendu dans ma vie autour de moi, etc. Et vous savez, c'est pas toujours facile de dire ça aux gens parce que nous faisons confiance à ce qu'on a lu, à ce qu'on a entendu, aux exemples qu'on a vus devant nous, et ce qui n'est pas toujours la voie à suivre. Vous savez, si je vous dis que par exemple, si je jette de l'eau sur un feu, il s'éteint, et si je jette du pétrole sur un feu, il s'embrase, nous avons affaire à deux liquides qui sont jetés sur le feu. Et pourtant, la réaction est très différente. Ce qui veut donc dire que des choses qui se ressemblent peuvent donner des résultats très différents. Et dans le cas de cette histoire homme-femme, les couples, etc., ce que je voulais en fait dire, c'est que, comme dans beaucoup d'autres questions que j'aborde, quand les choses vont pas bien, quand les choses sont insatisfaisantes, frustrantes, l'humain intelligent est obligé de se poser des questions. Pourquoi 50% de divorce? Pourquoi toute cette lutte, les hommes, les femmes, le féminisme, enfin tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, etc. Pourquoi? Il faut se demander pourquoi. L'humain a tendance à subir et à faire des constats. Et il ne comprend pas le pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue sociétal, économique, normatif, tout ce que vous voulez, pour qu'on en arrive là? Il faut se poser la question. Et quand on se pose la question, d'abord, on constate qu'aussi loin que remonte l'humanité, il y a toujours eu en fait des histoires qui tournent autour de les hommes, les femmes, les tromperies, les vengeances. Vous voyez, c'est vieux comme le monde, j'ai envie de dire. Les histoires de Barbe Bleue, de Casanova, de Don Juan, de tout ce qu'on peut lire. Madame de... Comment ça s'appelle encore? Je reviens pas sur le nom. De Balzac, hein, Madame, je sais plus quoi. Madame Bovary, voilà. Toutes ces histoires-là, en fait. C'est des choses qui remontent à très loin, qui ont toujours eu lieu. Les fantasmes, les tromperies, l'amour qui va, qui vient, etc. Bon. Donc à un moment donné, moi ce qui me déplaît dans beaucoup de choses, c'est le fait de subir sans comprendre. Vous voyez, à un moment donné, voilà, j'ai eu un échec, deux échecs, trois échecs, etc. Et alors, bon, les choses continuent, hein, c'est simplement moi qui change, mais le monde reste le même. Moi, je change parce que
Je cherche à comprendre, à évoluer. Si jamais on n'évolue pas et on ne change pas, on répète le même modèle encore et encore et encore. Et donc on est obligé à un moment donné, si on est un minimum intelligent, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Alors ce qui se passe, je l'ai déjà dit, à gauche, à droite, de manière dispersée, je vais essayer de le regrouper. Ce qui se passe d'abord, c'est que hommes et femmes, on a une méconnaissance et une incompréhension de notre véritable raison de notre présence sur Terre par rapport à l'aspect sexuel ou le couple et tout ça. Je ne veux pas parler du reste, les raisons spirituelles, où va-t-on, d'où vient-on, ça c'est autre chose. Si j'aurais voulu parler de ça, j'aurais fait un audio religieux. Je vais plutôt m'axer sur pourquoi les hommes, pourquoi les femmes, et pourquoi tout ce qui va avec en fait. Les désirs, les fantasmes, les orgasmes, et tout ce qui navigue autour. Pourquoi en fait. Et quand on réfléchit à ça sans passion, sans émotion, sans idée préconçue, en se nettoyant au maximum des influences extérieures, on comprend en fait que nous sommes amenés, les gens diront par une force, moi je dirais par le Créateur, soit, nous sommes amenés en fait à, sans nous en rendre compte, à vouloir nous reproduire. C'est-à-dire à vouloir que notre ADN, mais pas que le nôtre, je vous l'ai souvent dit, l'ADN de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. C'est-à-dire que on transporte à travers nos ovaires, nos ovules, etc., et notre sperme, le code génétique de tous les gens qui sont derrière nous. Évidemment, avec des degrés divers. Si vous avez eu plusieurs enfants dans votre vie, vous constatez que l'un a pris plus du grand-père, de la mère, de l'arrière-grand-père, etc. Il y a des paramètres génétiques qui s'imposent suivant les combinaisons, et puis qui peuvent encore changer quand l'enfant grandit. D'autres gènes peuvent prédominer avec le temps et ressortir, etc. Et donc, tout ça, c'est la force motrice la plus profonde. Alors bien sûr, les codes sont brouillés, parce que la pilule, parce que le préservatif, parce que le célibat, comment on appelle ça, le célibat forcé, et tous les leurres qu'on nous jette, les escortes, les machins, les prostituées, les films X, en fait, qui brouillent. Mais la force motrice derrière tout ça, le fond du fond, c'est quoi? C'est la reproduction. Parce que même, on va me dire, oui, mais non, c'est le plaisir. Ouais, mais le plaisir de l'acte sexuel, il a été distillé par une force créatrice qui veut qu'on aime cet acte. Et pourquoi on doit aimer cet acte? On doit aimer cet acte pour se reproduire. Et pour le faire, on doit vouloir le faire et le refaire, et donc aimer. C'est un petit peu comme si vous tendez une carotte à un âne ou un bout de viande à un chien. Si c'est pas bon, il va le recracher, il va le vomir, il va plus venir quand vous l'appelez. Donc pour que vous reveniez à cet acte, il faut qu'il y ait un moment de type comment on appelle, de type shoot de drogue, de dopamine, qui va vous donner envie que ça recommence. D'où le fait que les gens on dit c'est un homme à femme, je sais pas, ils couchent à gauche, à droite, parce que il y a des gens plus ou moins addicts à cette comment on appelle, à cette impression, aux effets que ça donne. Comme un drogué, comme quelqu'un qui aime le chocolat, comme quelqu'un qui aime la vitesse. Voilà, chacun son truc. Et il y a des gens qui sont plus sexuels que d'autres, qui ressentent plus de plaisir sexuel que d'autres. Et ces gens-là, tout simplement, pour ressentir ce plaisir encore et encore, vont multiplier les partenaires si leur partenaire n'est pas toujours en forme ou devient distante ou quoi, boum, il trompe. Ça, c'est les forces motrices de fond. Et c'est très important de comprendre ça. Très important. Deuxième chose importante, je sais que je dis des choses un peu choquantes parfois ou désagréables, mais mon but n'est ni de me faire des amis, ni de vous mener en bateau. Donc je vais droit au but, quitte à être un petit peu choquant. Deuxième chose que je voulais dire, on met tout sur un pied d'égalité de nos jours. Le plaisir masculin, le plaisir féminin, tout le monde a droit à l'orgasme et compagnie. Bon. Alors, il ne faut pas avoir fait
faut pas avoir fait la Sorbonne ou de longues études universitaires pour savoir que l'accès au plaisir masculin et féminin est très différent. Dans le sens que le masculin, ça peut même être un plaisir, comment on appelle, subi. C'est-à-dire que l'homme répond à une mécanique de sensation. Donc dans le sens que si, je ne sais pas, une machine ou quelque chose donne la sensation de l'acte sexuel, l'homme peut avoir du plaisir et un orgasme malgré lui, sans le vouloir, ou avec dégoût ou avec rejet, mais ça se passe quand même. Le plaisir féminin dépend de toute une série de choses, l'atmosphère, le climat, les sentiments, les préliminaires. Donc, il faut toute une série, il faut tout un cadre pour que ça se passe bien. Ce qui signifie quoi? Quelque chose de très cruel, mais de très vrai. Ça signifie en fait que nous descendons sans doute tous et toutes, si on remonte un petit peu, ou peut-être pas beaucoup, on remonte tous sans doute j'allais dire de viol, mais c'est un peu brutal, mais de viol ou semi-viol, ou d'hommes qui ont pris leur plaisir seuls sur des femmes qui ont subi. On a vu ça au Rwanda avec les Tutsis et les Hutus. Il y a des milliers d'enfants qui sont le fruit de viols comment dirais-je, de soldats, je ne sais plus qui, avec qui, mais enfin bref. Alors on peut s'étonner, j'ai lu une étude scientifique, on peut s'étonner du fait que souvent, pas des toujours, mais souvent un viol qui va jusqu'au bout débouche sur une naissance, sur un enfantement. Les gens qui ont du mal à avoir des enfants, ils se posent des questions. Ça paraît étrange. Et l'étude scientifique en question, qu'est-ce qu'elle dit? C'est qu'en fait, dans le phénomène du viol, qui est un phénomène tellement atavique, qui remonte à tellement loin, puisqu'on prenait les femmes des tribus ennemies, et puis voilà, on en disposait, etc., etc., si on remonte un petit peu, les droits de cuissage, enfin je vous passe tous les trucs, les riches notables avec les bonnes, les servantes, enfin tout ça. Donc cette relation atavique déclenche en fait chez la femme l'ovulation. C'est-à-dire que quand une femme est dans une relation un petit peu violente, brutale, j'allais dire virile, mais bon, c'est pas vraiment viril parce que ça transgresse des codes moraux, enfin avec lesquels évidemment je suis pas d'accord. Mais scientifiquement, en fait, ça déclenche des choses parce que d'un point de vue atavique, on va dire que d'un point de vue purement physique, si on ne tient pas compte du moral, du psychique, etc., il y a des déclenchements qui se font parce que ça remonte à loin. Et ceci explique cela. Pourquoi je dis ça? Pour vous dire que nos codes de fonctionnement, homme-femme, qu'on nous a appris, respecte ta femme, respecte ton homme, parlez bien, sois gentil, aide ta femme dans les tâches ménagères, encourage ton mari, il doit sentir que tu es son héros, enfin, tout ce que vous pouvez lire dans les revues à 2 francs, qu'on peut trouver à gauche, à droite. En fait, malheureusement, ce n'est pas vrai. Malheureusement, les relations hommes-femmes sont, comme je vous l'ai dit en début d'audio, compliquées parce qu'il y a une confrontation, une opposition entre nos désirs moraux, spirituels. Je veux un mari gentil, je veux un mari qui soit un bon père, je veux un mari bricoleur, je veux un mari qui gagne bien sa vie, je veux un mari qui ne me m'humilie pas, je veux un mari qui ne m'offense pas, enfin, tout ce qu'on peut entendre. Et de l'autre côté, vous avez des hommes, je veux une femme comme ci, comme ça, comme ça. Mais en fait, ça c'est notre cerveau qui dit ça. Notre cerveau, ou pas vraiment notre cerveau, ce qu'on nous a inculqué dans notre cerveau. C'est-à-dire, voilà, ça c'est un homme bien, ça c'est un homme pas bien. Ça c'est une femme bien, ça c'est une femme pas bien. On nous a inculqué ça. C'est comme quand on dit depuis petit à un enfant, je sais pas moi, une femme noire, la belle poupée Barbie blonde. À la fin, ça rentre dans la tête, vous voyez, des concepts. Donc ça, évidemment, il faut éliminer parce que c'est des paravents, c'est des pare-feux, c'est des choses qui ne sont pas à prendre en considération. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est les choses profondes. Les choses profondes, c'est que
Et à nouveau, c'est un peu brutal ce que je vais dire, mais c'est le fruit d'une longue réflexion. Je pense que les choses ne se passent pas bien parce que malgré tous nos efforts, enfin je parle pour beaucoup de gens que je connais, pour moi-même, enfin pour plein de gens, malgré tous nos efforts, il n'y a pas, il y a pas un, il y a pas de formation théorique pour que les choses se passent bien dans un mariage. C'est-à-dire que vous avez des gens, vous avez des gens avec qui ça se passe bien un certain temps. Enfin, je vais vous donner quelques exemples pour me faire comprendre. Vous avez un profil d'individu, par exemple, avec qui ça va mal dès le début. Dès le début. Ça va pas, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour diverses raisons, ça ne va pas. Et on le sait tout de suite. Et là, bon, on a les idées fixées sans tarder. Puis il y a d'autres gens qui sont paramétrés pour que ça aille bien 2 ans, 3 ans, d'autres 7, etc. Et puis pas. Il y a des gens qui sont programmés pour être aimés, ou pour être attirants, ou pour être désirés de loin. C'est-à-dire sans contact physique, ou sans vie en commun. Il y a des gens qui sont faits, qui sont attractifs, à condition de ne pas vivre au quotidien avec la personne. Donc vous voyez, il y a plein de variantes. Il y a plein de variantes. Et tout ceci, est, malgré ce qu'on pourrait en penser, est complètement indépendant de notre apparence. Je suis un peu gros, je suis musclé, je suis ceci, je suis cela. Ça, les hommes, ils ont malheureusement tendance à penser ça. Si j'ai une belle voiture, si je suis musclé, des tatouages, j'ai toutes les femmes à mes pieds. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça du tout. Vous avez des types vraiment moches, selon les critères en place, qui sont des espèces d'artistes bohèmes, qui ont un physique ingrat, etc., et qui ont des femmes qui sont subjuguées. C'est plus compliqué que ça, les codes masculin-féminin. Et l'homme qui n'est en général pas très deep, quoi, qui est un peu, superficiel, qui croit que tout est simple, il comprend pas ça. Il dit, mais comment ça se fait? Je cite pas de nom, bien sûr, mais moi je connais des frères, ils sont du matin au soir en salle de musculation, ils ont des physiques incroyables, ils sont pratiquants, etc. Et ça ne va pas. Ils dépassent pas la Muqabala. Pour les musulmans, donc ça veut dire les rencontres, comment on appelle, les discussions au préalable avant de se mettre en couple ou avant de se marier, flirter, etc. Et donc, je me suis penché sur la question. Et je me suis dit, tiens, comment ça se fait? C'est quand même étrange. Voilà un frère jeune, sportif, beau, pratiquant, pour qui est musulman. Ça rajoute une brique en plus, on va dire. Parce que bon, pour les gens qui ne sont pas croyants, ben, il n'y a pas cette exigence-là. Et pourtant, ça ne va pas. Eh ben, ça ne va pas parce que parfois, et la personne ne le comprend pas, c'est tout simplement que fait partie des mystères de la vie le fait qu'une voix nous est agréable ou désagréable, qu'un regard nous flatte ou nous incommode, ou nous intimide, qu'une odeur nous attire ou nous repousse, qu'un geste, qu'un geste soit jugé comme, euh, appréciable ou non. Et comme j'avais coutume de le dire d'une manière un peu expéditive, pour pas entrer dans les détails, si quelqu'un qui ne vous plaît pas au niveau de son apparence, son odeur, sa voix, etc., vous aborde, ou on va dire vous approche, vous allez vous sentir harcelé. D'où les harcèlements. C'est quelqu'un qui vous attire et vous plaît. Et vous allez dire, approche-moi, s'il te plaît. Parle-moi. J'aimerais que tu me parles. J'aimerais que tu me remarques. Donc tout ce qu'on vous a dit dans tous les médias, MeToo, harcèlement, etc., ce sont tous des écrans de fumée. Tous des excuses, tous des mensonges. Parce qu'on veut faire croire, en fait, que
tout le monde a ses chances, que tout le monde nous plaît ou nous déplaît. Par exemple, on veut faire croire que si des femmes sont à la mode ou, comment on l'appelle, coquettes, avec les coiffures, les parfums, les machins, que c'est pour rien, comme ça que c'est pour elles. Et c'est totalement faux. En fait, à nouveau, ce sont nos instincts sous-jacents qui nous dictent quoi, dans ce cas-là? Rends-toi attirante pour le mal que tu vas désirer. Bien sûr, dans la rue, tu vas croiser des cinquantaines de mâles, et la plupart ne t'intéresseront pas. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le fait qu'elle se rend attirante, inévitablement attire tous les mâles, puisque en général, un homme, sauf exception, très peu de testostérone ou très peu de virilité, un homme répond, les hommes répondent tous au même code. Les hommes sont attirés par les mêmes attitudes, les mêmes gestes, les mêmes... voilà. Donc en fait, cette femme qui est dictée par ses instincts primaires, qui est de dire « mets-toi en valeur » pour que l'homme que tu recherches te regarde et t'approche, il est en fait un code très dangereux, parce que cette femme se retrouve elle se met en position de proie au milieu d'hommes qui pour la plupart ne l'intéresseront pas, mais qui répondent à ses appels. Parfum, lissage brésilien, etc. Tout ce que vous connaissez, les hauts talons et compagnie. Donc à nouveau, vous comprenez que, bon, bien sûr pour les musulmans, ça ils auront compris, mais je dis pour les autres, c'est important de comprendre ça. Nous avons des attitudes, nous avons des actions et réactions qui sont dictées par des désirs enfouis, profonds, qu'on reproduit sans même... Comme quand on cligne des yeux, vous voyez. On réfléchit pas qu'on cligne des yeux. Quand on remplit nos poumons d'oxygène, on réfléchit pas. Ce sont des choses qui sont automatisées et que donc on ne réalise pas. Et tout le reste, c'est la même chose. Les gens ne réalisent pas pourquoi ils se font attirantes ou avenantes en rue, alors que dans le fond, la plupart des hommes qu'elles croisent, elles veulent surtout pas attirer leur attention ou leurs compliments ou autre. Donc, il y a paradoxe. Il y a paradoxe. Il y a paradoxe parce qu'il y a incompréhension. Et dites-vous bien que tout ce qui nous arrive dans nos vies est toujours dicté par l'incompréhension de ce qui se passe, en fait. Les gens, ils subissent. Ils subissent. Je subis l'infidélité de mon mari. Je subis la mauvaise humeur de ma femme. On subit. Et on subit en souffrance, d'où antidépresseurs, psychologue, coach, tout ce bazar. On subit parce qu'on ne comprend pas. Et on ne comprend pas parce qu'on n'a pas envie d'admettre certaines choses. Par exemple, je pense déjà l'avoir dit, mais c'est pas grave, je me répète. Notre cerveau, dans l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, il peut vouloir absolument un bon père, un homme gentil, un homme tendre et doux. On veut absolument un homme comme ça. Notre cerveau veut ça. Mais peut-être que ton corps, je sais pas comment on l'appelle, ouais, ton corps, je sais pas dire autrement, il veut pas ça. Il veut un homme très fuyant, très absent, très viril, très imprévisible, parfois impulsif, parfois un peu... etc. Et donc, tu persévères dans l'homme gentil, doux, bon père, etc. Et tu persévères dans, ouais mais bon, combien de fois j'entends, cet homme il a tout pour plaire, ou la femme, vous pouvez mettre dans les deux sens, mais c'est un peu plus présent chez la femme qui est un peu plus, comment on va dire, tourmentée au niveau psychologique. Il a tout pour plaire, mais il me plaît pas. Ou, je sais pas ce qui m'arrive, ce type il a rien pour plaire, et j'arrête pas de penser à lui. Vous voyez? C'est ça, subir. Subir, c'est quand on comprend pas ce qui nous arrive. Quand on est dans le déni. Et alors, évidemment, quand on ne s'écoute pas,
Quand on n'admet pas, on multiplie les tragédies. Divorce, reproches, mal-être, dépression, frustration, etc. Moi, par exemple, comme beaucoup d'hommes, j'ai longtemps cru que, je parle pour moi, je peux pas parler au nom des autres hommes, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai longtemps cru que une femme à qui on donne de la jouissance, des orgasmes, pour parler clairement, et qu'on assiste de son mieux dans la vie, faire les courses, sortir les poubelles, changer les enfants, et que sais-je, résoudre des papiers administratifs, etc., etc. Donc être un homme proactif et qui allège en fait la femme dans sa vie quotidienne au niveau de ses responsabilités et qui lui offre du plaisir. Moi j'ai longtemps cru c'est la formule gagnante, c'est-à-dire que la femme est comblée sexuellement et humainement. Et puis on voit que c'est pas aussi simple. On pourrait croire. Là, je vais vous le dire, vous dites, ah ben waouh, ouais, eh ben non. Pourquoi? Parce que il y a des exigences sous-jacentes, pardon, qui font que c'est pas suffisant, ou que c'est pas l'idéal, ou que c'est pas assez. Par exemple, je pense, mais voilà, je peux pas non plus en faire une règle empirique. Je pense qu'une femme n'est pas programmée pour X, Y raison, ça c'est un autre débat, pour qu'un homme soit très présent à la maison. Un homme très présent à la maison, malgré tout ce que je vous ai dit, va amener une sorte de rejet de la femme. Une sorte de... Tu n'es pas le chasseur qui part le matin chasser la viande et qui revient l'après-midi plein de cicatrices avec un animal mort sur le dos qu'on va faire cuire le soir pour nourrir les enfants. C'est caricatural ce que je dis, mais il y a un fond. Le fond, en fait, c'est qu'une femme a besoin de sentir que l'homme est le chasseur de sa famille. Mais, s'il est trop chasseur, ça c'est compliqué, s'il est trop chasseur, c'est où est-il, que fait-il? Il risque de m'échapper. C'est-à-dire, on va dire, ouais, mais alors c'est quoi, c'est dingue. Non, non, il faut rester calme et bien écouter pour comprendre. En fait, une femme veut qu'un homme soit actif à l'extérieur pour amener de l'argent, de la viande. Enfin, la viande est un symbole. On va dire c'est l'argent, suivant les cultures et les habitudes. Mais d'un autre côté, elle veut ça pourquoi? Pour d'abord être un petit peu libre dans sa maison, de vivre à son rythme, de laver quand elle veut laver, et de s'habiller quand elle veut s'habiller, d'être à l'aise quand elle veut être à l'aise, de pas toujours être sous les yeux de quelqu'un qui vont voir ses défauts, qui vont voir ses manquements, d'où le fait que la femme culpabilise, et si elle culpabilise, elle remet ça sur la faute de l'homme, enfin c'est très compliqué. Mais d'un autre côté, si l'homme il est trop chasseur, trop absent, la femme commence à sentir des manques, parce que quand même, voilà, elle veut que son mari soit présent à un moment donné, plus elle commence à se poser des questions. Et elle commence à avoir peur. S'il est beaucoup pas là, ça veut dire qu'il est avec d'autres gens. Ces d'autres gens connaissent d'autres gens et vont parler d'autres gens. Et donc cet homme va m'échapper. Donc mes enfants sont en danger. Parce qu'il ne ramènera peut-être plus la viande et l'argent, il va amener ça à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc on est dans des phénomènes que beaucoup d'hommes ils comprennent pas en fait. Quand on était des petits copains, bon pour ceux qui sont dans les trucs petits copains, on va dire fiançailles ou vous l'appelez comme vous voulez, tout allait bien entre nous. À partir du moment où on a été mariés, on a eu des enfants, tout a dégringolé. C'est parce qu'il y a des nouveaux phénomènes qui naissent chez les hommes et les femmes et qui sont vécus d'une manière très différente, qui font que la relation se transforme. Les attentes changent et en fait, les hommes qu'on aimait en tant qu'hommes, on les aime peut-être plus en tant que père ou en tant que mari qui a des enfants. C'est très compliqué. Souvent, j'ai dit, la plupart des fans d'un chanteur ou d'un écrivain ou d'un peintre ou je sais pas quoi, leurs fans, s'ils devaient vivre avec et voir
tout le côté qu'il n'admire pas. Par exemple, un écrivain, on peut admirer sa littérature, mais on peut détester son odeur, sa maison, sa façon de vivre, ses horaires, ses habitudes, vous comprenez? Donc en fait, l'histoire des fans est complètement illusoire, parce qu'en fait, les gens sont des aficionados d'un homme ou d'une femme avec qui ils n'ont jamais vécu. En fait, ils aiment un avatar, une image holographique. C'est ça. Quand vous voyez les gens, enfin à l'époque, je sais pas tous les noms là, Michael Jackson, Bieber, Jennifer Lopez, les gens sont là dans des stades, ils hurlent, je t'aime, truc. Mais c'est pas la personne qu'ils aiment, c'est l'avatar qu'ils en ont fait. De nouveau une illusion, encore une illusion. Combien de femmes, si elles devaient vivre avec George Clooney, ne l'aimeraient pas? Ou Brad Pitt, ou je sais pas, tous les hommes à la mode, là. Elles n'aimeraient pas. La preuve, c'est que la plupart de ces gens sont dans des divorces, des remariages, des histoires, parce que c'est pas aussi facile. Donc en fait, pour pas me faire trop long, ce que moi je vous invite à faire dans n'importe quel sujet, là on a parlé de homme-femme, dans n'importe quel sujet, c'est toujours d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé là. Et quand on subit des événements, des divorces, des tromperies, l'impossibilité de trouver quelqu'un, il faut aussi se poser des questions. Comment se fait-il que, malgré que je suis bonne cuisinière, que je tiens bien mon foyer, comment se fait-il que les hommes avec qui j'ai été finissent toujours par me mentir, partir, m'abandonner, enfin, voilà. Ou on subit et on souffre, ou on essaye de comprendre. Par exemple, moi je vous ai dit, j'ai compris, et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je ne suis pas encore mort, donc on apprend jusqu'au jour de sa mort. J'ai compris que la sexualité et être un mari aidant, c'est pas la clé de la réussite. Il y a beaucoup d'autres paramètres. Ne pas être trop présent, mais être quand même présent. Ne pas dire des phrases ambiguës. Ne pas dire des choses à double sens. Parce que dans la psychologie féminine, il faut être très clair. Il faut être très blanc-noir. Ça met les femmes à l'aise. Dès qu'on est un petit peu philosophe, entre guillemets, ça les rend nerveuses. Voilà, d'où vous comprenez, vu que moi je philosophe beaucoup. Voilà, c'est pas l'idéal, il faut pas faire ça. Une femme, il faut pas la tourmenter. Il faut pas commencer à trop lui parler, trop lui expliquer. Surtout, moi je parle toujours de la femme qui a des enfants. Vous voyez, une femme qui a pas d'enfants, c'est très différent. Elle est totalement disponible, elle a bien dormi, elle vous écoute, elle ne voit que vous. Là, c'est différent, c'est facile. Alors là, voilà, pour des hommes comme moi, c'est l'idéal. C'est-à-dire quelqu'un qui est complètement à disposition. Mais à partir du moment où une femme a des enfants, elle est fatiguée, elle n'est pas de bonne humeur, elle vous connaît un petit peu, donc elle vous idéalise moins, vous dites des trucs qu'elle comprend à moitié, et finalement, c'est pas bon, vous comprenez? Donc de nouveau, je dis aux frères un peu intello comme ça, attention, n'embarquez pas votre femme fatiguée par les enfants dans des longues discussions très complexes, dans lesquelles elle va dire « Oui, mais où est-ce que tu veux en venir ? Pourquoi tu dis ça ? C'est pour ça, en fait, tu veux me faire comprendre ça ?» Et vous allez vous retrouver dans des histoires rocambolesques. Il faut à un moment donné, avec quelqu'un de fatigué et de binaire, il faut être très simple. Il faut surtout pas trop broder, genre moi, très mauvais. Pas du tout bon. Oui, si la femme n'a que vous, et qu'elle n'écoute que vous, et qu'elle est en pleine forme, alors elle peut suivre intellectuellement, elle s'accroche. Mais si elle est fatiguée, elle a des enfants, elle a des préoccupations, elle a ses instincts maternels qui l'emportent et tout, vous devenez un type fatigant, quoi. Alors là, ça devient le habou avec qui on aimait parler, il devient en fait pesant, quoi. Ce serait bien qu'il aille bosser, qu'on le voit le minimum possible. Voilà, et moi je suis pas dans un jugement de valeur, je suis dans un constat, parce que c'est un constat pour tout le monde. Pour tout le monde. Moi je vous dis, je l'ai dit souvent dans mes audios quand je parle, je fais référence à mes arrière-grand-mères, à mes grands-mères, à mes tantes, à ma mère, à ma belle-mère, à beaucoup de femmes que j'ai croisées dans ma vie. Donc c'est pas des trucs que je dis, faut pas toujours croire que je parle de ce qui m'arrive maintenant, à moi,
Non, c'est tout ce que j'ai vu autour de moi. Je l'ai vu avec mon père, voilà, mon père, un homme très gentil, très patient, qui évite le conflit, qui arrondit les angles, etc. Il a été maltraité, maltraité, maltraité. Ça n'a pas du tout été payant, en fait. Et donc, il faut tirer des leçons, parce que sinon, on ne comprend pas. On dit, mais attends, mon père, il était pas mal physiquement, il était intelligent, il était très... bon, il avait des défauts, hein, ça, ce que vous voulez. Aucun de nous n'avons que des qualités, hein. Ça, il va falloir à un moment donné l'accepter. Oui, les défauts, il était un petit peu manque d'ambition, un petit peu lâche, pas très, comment je vais dire, à force de couper les cheveux en quatre, n'était pas peut-être assez virilisant. Voilà, mais bon, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir un homme patient, doux, qui arrondit les angles et tout, et qui en même temps n'est pas une espèce de catcheur qui gueule et fout des tartes. Il faut choisir. Tu peux pas toujours vouloir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. Non, c'est pas comme ça que ça va. Et ça, l'humain, il doit être raisonnable à un moment donné. Il doit être raisonnable et il doit dire, bon, avant d'envisager des divorces ou de rompre une relation, il faut faire la part des choses. Oui, il y a telle et telle chose qui me plaisent pas, mais il y a aussi ça, ça, ça. Est-ce que ces choses qui me plaisent pas, c'est pas en fait des choses qui sont liées à des instincts primaires très profonds, mais qui sont peut-être pas nécessaires? Euh, Est-ce qu'il n'y a pas moyen, si mon mari est sans emploi ou comment, parce qu'il y a le Covid ou que sais-je, est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'organiser pour ne pas être l'un sur l'autre, pour pas avoir cette sensation qu'il est sur mon dos? À un moment donné, il faut trouver des solutions. On peut pas. Le problème de l'être humain, c'est que chaque fois qu'il a une contrainte, chaque fois qu'il a quelque chose qui le, comment on appelle, qui le dérange, il casse tout, avec les enfants au milieu. Vous voyez l'affaire, quoi. Et plus il casse tout, plus en fait il a d'ennuis. Il voit plus ses enfants, les ceci, les cela, enfin, tout qui tourne à volo, en fait. Donc, le plus tôt on essaye de comprendre ce qui nous arrive et d'arrêter de subir, ben, le plus tôt on va arriver à prendre un petit peu sa vie en main. Parce que je vous dis, l'essentiel des problèmes des êtres humains, c'est ils subissent, comment dirais-je, ils accumulent des frustrations et ils ne savent pas l'exprimer, et il y a les non-dits. Alors, ce qui fait qu'on a des relations sociales très pauvres, très conflictuelles, des mariages qui tournent mal, etc. Donc, voilà, le prix à payer de ne pas vouloir comprendre ce qui se passe, c'est d'accumuler les échecs. Et aussi, vous savez, je voulais quelque chose qui n'est pas spécialement relié à ça, mais je voudrais quand même le dire aussi. Le grand danger, quand on ne valorise pas quelqu'un de bien, c'est que ce quelqu'un de bien, à force d'être dévalorisé, il peut avoir la tentation de devenir mauvais. Vous le savez, derrière tout briseuse de cœur ou briseur de cœur, on entend ça souvent, il y a souvent un amour déçu. Quelqu'un qui a été maltraité ou blessé ou trompé, et alors qu'il avait tout donné. Et cette personne se dit, moi c'est terminé d'être la victime, maintenant je deviens le bourreau. Je deviens celui qui prend et qui ne donne plus. Parce que quand j'ai donné, on m'a frappé sur les mains, on m'a insulté, on m'a rabaissé. Eh ben, tu sais quoi, je ne donne plus. Et ça, c'est un autre problème. C'est les actions-réactions. D'agir en fonction de ce qu'on a vécu. Tu as vécu des choses, d'abord peut-être parce que tu n'as pas compris que tu as joué un rôle dans cet échec, que tu as été un participant actif sans que tu t'en rendes compte, parce que les gens sont toujours innocents. Ah, j'ai subi un mari violent, j'ai subi une femme capricieuse. Et les gens ne se disent jamais, est-ce que j'ai pas participé à l'élaboration de cet individu? Est-ce que j'ai pas eu ma part de responsabilité dans ce qu'il ou elle est devenu? Ça, personne ne le fait en général. Et donc, en fait, les gens disent, tu sais quoi, comme je suis victime d'une injustice, comme j'ai été maltraité, eh ben maintenant, je vais me venger. Et alors, la pauvre femme ou homme qui débarque après, il devient une cible
alors que peut-être lui, il vient pas du tout avec de mauvaises intentions et il est automatiquement... C'est ça le problème des gens qui ont beaucoup divorcé, c'est qu'ils viennent avec des a priori sur les hommes et les femmes. Et à force d'avoir des a priori, ils les provoquent et ça devient une réalité. Et donc c'est une spirale sans fin, comme un trou noir qui absorbe tout sur son passage, parce qu'il est devenu tellement important, il est devenu une force antigravitationnelle tellement forte que tout s'engouffre dans ce trou noir et est détruit. Et voilà. Voilà pourquoi il faut essayer de comprendre ce qui nous arrive, de ne pas subir, de prendre sa part de responsabilité, d'essayer d'éviter de reproduire des modèles de fonctionnement qui nous sont néfastes ou qui ne nous rapportent pas les résultats attendus. Et pour ça, ça demande évidemment de la maturité, de la remise en question, de l'auto-analyse honnête, ce qui est loin d'être facile. La vie sur Terre n'est pas facile. La vie sur Terre, c'est un éternel questionnement, remise en question, analyse de plein de choses, ou sinon tu subis. Et tu reproduis comme ça des modèles, sans cesse les mêmes. Moi, j'ai vu ça quand j'habitais dans des pays pauvres, en fait. Les gens reproduisent tous le même modèle. Les mecs, ils vont boire les bières, et puis les femmes sont à la maison, et puis ils finissent par les tromper, alors elles finissent par détester leur mari à rester avec pour les enfants, et plus ils sont mal aimés, et plus ils trompent aussi pour trouver un semblant d'amour. Enfin, des trucs infernals, en fait. Parce que les gens subissent sans comprendre. Alors, ils sont dans une espèce d'incapacité de sortir de leur modèle. Et tout le monde vit la même chose, de père en fils, de mère en fille. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.